Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. On va attendre encore quelques secondes le temps que tous les participants se connectent. N'hésitez pas sur le chat à mettre un petit mot pour nous dire si le son est OK, si vous voyez bien déjà le partage de la présentation. Je crois que le chat était d'ailleurs bloqué au début la dernière fois. Oui, c'est bon. On dit ça donc QNR. Nickel. Super. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être présent pour ce nouveau webinaire. Le précédent webinaire présenté par Caroline Servoz-Couch était dédié donc à la technique de la cohérence cardiaque avec une approche très axée santé et bien-être. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Sylvain Laborde. Avec lui, nous allons explorer les différentes techniques de respiration pour optimiser la performance mentale et sportive. Alors, Sylvain Laborde, il est psychologue, chercheur, maître de conférences au département de psychologie de la performance à l'Université allemande du sport de Cologne. Il travaille donc en recherche depuis plus de 15 ans et ses travaux le mènent sur l'amélioration de la performance sportive en prenant en compte la variabilité de la fréquence cardiaque ainsi que l'utilisation des techniques de respiration. Et il a notamment développé la théorie du réservoir vagal dont il va nous parler un petit peu. Avec nous également Thomas Cantalou. Thomas est médecin psychiatre et c'est également mon associé au sein de NeoFlow. Et il va animer ce webinaire. Il posera vos questions à Sylvain à la fin de sa présentation. Merci encore pour votre présence et sans plus attendre, je passe la parole à Sylvain. Merci beaucoup Sylvain. Bonjour à tous, merci Philippe pour cette introduction, merci pour l'invitation à faire partie de ce webinaire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la respiration, des techniques de respiration utilisées par les sportifs pour améliorer leur performance, que ce soit leur performance mentale et physique. Donc, je vais vous emmener dans un petit voyage au milieu des techniques de respiration chez les sportifs et en vous expliquant un petit peu comment moi, je suis moi-même arrivé à m'intéresser à ces techniques de respiration dans le cadre de mes recherches, beaucoup en lien en fait avec les recherches que j'ai pu mener sur le système nerveux autonome et notamment sur la branche parasympathique du système nerveux autonome. Alors, déjà pour poser le cadre, voilà, ce que vous voyez à l'écran, c'est le campus universitaire où je travaille. Je suis basé en Allemagne, à Cologne, c'est à l'ouest de l'Allemagne. Je vais vous montrer quelques cartes et photos également pour situer les choses. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'université allemande du sport de Cologne, où je suis maintenant depuis 15 ans. Alors, j'ai commencé mon cursus en France, donc j'ai étudié les sciences du sport, donc STAPS et psychologie à l'université de Normandie-Caen. Et j'aime toujours rappeler comment j'en suis venu à faire des recherches sur ce sujet. Donc, j'aime bien poser la question, quel fut l'élément déclencheur de ma vie de chercheur? Est-ce que j'ai beaucoup lu? Certainement, mais en fait, l'événement déclencheur, c'était quelque chose qui s'est passé à la télévision, que beaucoup d'entre nous ont pu être les témoins. C'était en 2006, c'était la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Et donc là, comme des millions de téléspectateurs, j'ai pu observer le coup de tête de Zidane. On va se le remettre, ça fait toujours mal. Il accroche Zidane. Zidane lui fait remarquer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, donc il y avait ce pourquoi en suspense et c'est ce qui a en fait dirigé mes recherches voilà, depuis cette soirée de juillet 2006. Donc, depuis la Normandie, voilà, j'ai rejoint Cologne, l'université allemande du sport, où voilà, j'ai appris à tout ce qui était lié à la préparation mentale, psychologie du sport, du point de vue des centres olympiques allemands et de tout ce qu'on a aussi de l'autre côté du Rhin. Donc voilà, je suis mis de l'autre Cologne pour bien sûr remplir les clichés et la cathédrale de Cologne. Et donc, pour vous montrer un petit peu aussi l'environnement dans lequel on développe en fait les nouvelles techniques de psychologie du sport,
Je fais partie du département de psychologie de la performance sous la direction du professeur Marcus Raab. Donc, pour vous situer, Marcus Raab, c'était le directeur jusqu'à il y a 2 ans de la psychologie du sport européenne. Donc, on a une association de psychologie du sport européenne qui s'appelle la FEPSAC. Et donc, le professeur Raab en était le directeur. Il a passé la main pour d'autres activités. Mais donc, on est un centre, alors on accueille beaucoup, on s'occupe de la formation des préparateurs mentaux allemands. On est donc un grand centre de formation. Et au-delà de ça, on va faire beaucoup de recherches pour développer justement les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, mon axe principal, c'est cet axe qu'on va appeler émotion-cognition. En fait, c'est les liens un petit peu entre le cœur et la raison. Et donc, c'est ce que j'ai étudié par l'intermédiaire de la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors là, je vous montre des diagrammes. On ne va pas aller forcément trop dans les détails, mais je vous montre juste un petit peu mon équipe qui s'occupe en fait de l'étude du nerf vague. Donc, le nerf vague, c'est le nerf principal du système nerveux parasympathique. Et donc, il va y avoir plein de moyens d'influencer ce nerf vague, de l'influencer positivement et de comprendre comment il réagit. Et donc là, je vous donne un petit peu un aperçu de mon équipe plutôt internationale, comme on voit sur les drapeaux, qui travaille avec moi sur le nerf vague et sur ses possibles mécanismes d'amélioration. L'origine donc de mes recherches sur la respiration lente contrôlée, alors je me suis surtout focalisé sur ça pendant ma carrière de chercheur jusqu'à présent. Je sais que vous avez eu la semaine dernière, enfin ou plutôt au dernier webinaire, un webinaire spécialisé sur la cohérence cardiaque, donc sur la respiration lente contrôlée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un éventail un peu plus ouverts sur les techniques de respiration. Donc, j'ai fait une première test TAPS. Je simplifie la question de recherche de la manière suivante. Je m'intéressais aux mécanismes psychophysiologiques qui ont pu jouer un rôle dans le geste de Zidane, dans le coup de tête de Zidane. La deuxième test, c'était comment éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Et c'est là où j'ai commencé à me focaliser sur la respiration lente contrôlée. Et tout ça, ça m'a fait développer une théorie dans le cadre de ce qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches. On l'a en France, on l'a aussi en Allemagne. Et c'est là où j'ai développé la théorie du réservoir vagal pour expliquer un petit peu le fonctionnement du nerf vague dans différentes situations et surtout comment comprendre la manière de l'activer de la manière la plus optimale. Alors, pour commencer avec nos exemples maintenant dans le sport. Pour ceux qui suivent peut-être un petit peu notre équipe de rugby national, le 15 de France, vous avez peut-être pu vous apercevoir que sur certaines des dernières rencontres, donc ça c'est l'image doit dater déjà d'il y a 2 ans, je vais la remettre. Après chaque essai, donc il y avait cette idée de former une bulle, un cercle, et de respirer ensemble. Je vous le rejoue. Et c'est là où on commence à voir en fait l'implémentation de techniques de respiration dans le cadre du sport de haut niveau. Et là, on parle de la respiration lente. Alors, de manière amusante, là, je vous mets le 15 de France à l'écran. Il y a d'autres équipes qui se sont dit, je crois que c'était aussi l'année où peut-être les Français ont gagné le Grand Chelem en 2022, et donc il y en a d'autres qui se sont dit, ah ben pourquoi pas faire la même chose. Et on voit ici l'équipe d'Irlande qui s'est mis à aussi faire ce cercle et prendre ses inspirations et ses expirations profondes et lentes. On le retrouve aussi, bien sûr, là j'ai pris des exemples dans le rugby, je peux vous sortir des exemples du basket, là par exemple avec LeBron James qu'on voit au bord du terrain et la caméra se focalise ici sur lui, qui se recentre, se refocus avec, on peut le supposer, ces techniques de respiration lente également. Alors, donc, tous ces exemples aussi du haut niveau nous ont porté, avec mon équipe, à se poser la question un petit peu, qu'est-ce qui existe comme technique de respiration chez les sportifs qui ont été documentées, où il y a eu des recherches en fait scientifiques de fait. Alors, parce que si on parle technique de respiration, vous allez pouvoir trouver beaucoup de livres sur le sujet et techniquement, il y en a énormément. Quand on s'intéresse vraiment à la littérature scientifique, à la recherche en psychologie du sport, qu'est-ce qui a été fait en termes de techniques de respiration? On va se limiter à 5 techniques principales qui ont pu être identifiées. Alors, avec certaines variantes pour chacune d'entre elles, mais si on essaie de résumer un petit peu toute l'étendue des techniques de respiration, on va pouvoir retomber sur ces 5 techniques principales, qui sont la respiration lente contrôlée, popularisée sous le terme de cohérence cardiaque,
respiration rapide contrôlée. Tout ce qui va être lié à la rétention de la respiration, l'apnée, l'hyperventilation volontaire, et enfin, un peu plus confidentiel jusqu'à présent, la respiration nasale, alors soit de manière alternée en utilisant les deux narines, ou soit en se focalisant sur une seule narine. Donc, avec mon équipe à Cologne et d'autres collègues un peu partout dans le monde, on a réalisé ce qui s'appelle une méta-analyse. C'est-à-dire, on a regardé toutes les études qui avaient été faites sur le sujet et on a essayé de répondre à la question suivante qui était, est-ce que utiliser des techniques de respiration pour les sportifs, ça leur permet d'améliorer leur performance sportive? Donc, qu'est-ce qu'on a pu trouver avec les résultats de cette méta-analyse? Deux techniques principalement ont révélé une amélioration robuste, significative de la performance. Premièrement, la respiration lente contrôlée, cohérence cardiaque, avec des effets importants. Et deuxièmement, tout ce qui va être les techniques liées à l'utilisation de l'apnée, avec des effets plus faibles, mais toujours significatifs. Et je vais attirer votre attention sur un point en particulier. Ici, il s'agissait d'interventions à long terme. C'est-à-dire, on a aussi vu des études qui avaient des interventions à court terme, une fois. Et si on prend ce regard statistique global sur les résultats de toutes ces études, on peut voir que finalement, faire une technique de respiration une fois, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. On va vraiment avoir besoin de s'entraîner avec cette technique de respiration de manière à provoquer les effets psychologiques, physiologiques désirés. Et ça, c'est de l'entraînement. Comme on va pouvoir s'entraîner dans la pratique de son sport, on va pouvoir s'entraîner à la pratique des techniques de respiration. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir garantir une efficacité plus importante. Alors, cette méta-analyse a récemment été vulgarisée sur la chaîne LinkedIn de l'INSEP avec Alexis Ruffo. Et donc, je vous ai remis les posts ici, vous pourrez les retrouver. Il y a de la vulgarisation très, très bien faite sur cette chaîne-là et vous pourrez retrouver donc, les différents posts à la fois pour cet article, cette méta-analyse et d'autres qui ont précédé, qui ont suivi. Et ici, l'idée, c'est ce que je vais vous résumer aujourd'hui, mais c'était le focus sur ces 5 techniques de respiration et ce qu'on pouvait en attendre. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, donc, j'ai prévu la chose suivante. Dans le temps qui nous a imparti, je vais vous faire une présentation brève des mécanismes physiologiques qui sous-tendent chacune de ces 5 techniques. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau quand on les réalise. Et j'ai prévu aussi une petite animation, on espère que tout va fonctionner avec la technique aujourd'hui, une petite animation qui va nous permettre de les essayer ensemble et vous depuis chez vous. Alors, quelque chose de très important d'avoir à l'esprit pour commencer, c'est que la respiration est un phénomène qui se déroule sans notre attention, sans notre volonté, de manière involontaire. Mais par contre, on peut prendre le contrôle par-dessus et en prenant ce contrôle, on va pouvoir espérer atteindre différents bénéfices en fonction de ce que l'on souhaite atteindre. On va commencer par la respiration lente contrôlée. Alors, déjà ici, on va cadrer un petit peu les choses dans le vocabulaire. Et par rapport aux techniques de respiration, il y a un paramètre qui peut très facilement tomber sous notre contrôle, qu'on va très facilement pouvoir contrôler, c'est la fréquence de cette respiration. Lorsque vous êtes en train de regarder ce webinaire, si vous n'avez pas forcément fait d'activité physique avant, votre fréquence de respiration spontanée va être entre 12 et 20 cycles par minute. Avec la respiration lente contrôlée, on va diminuer cette fréquence de respiration. On va la diminuer. Alors, techniquement, on va dire que c'est en dessous de 10. Et moi, je vais déjà vous dire que les recherches actuelles ont montré que les fréquences les plus efficaces vont être autour de 6 cycles par minute. Voilà, c'est justement à ces fréquences-là qu'on va réaliser la cohérence cardiaque pour différentes raisons physiologiques.
que je vais pas avoir le temps de tout détailler aujourd'hui. On pourra éventuellement revenir dessus sur les questions. Les bénéfices qu'on a pu trouver à long terme sur cette utilisation de la respiration lente contrôlée. Ça va permettre l'activation du système nerveux parasympathique. Ce système nerveux parasympathique, c'est ce qui va, en gros, nous permettre d'appuyer sur le frein du corps. On va dire que c'est le système qui est lié au repos et à la digestion. Donc, les bénéfices à long terme, ils vont se situer à plusieurs niveaux. On va avoir notamment des bénéfices sur la régulation émotionnelle, sur l'augmentation de la variabilité cardiaque, donc cette fameuse activité vagale cardiaque. Ça va également nous permettre d'améliorer les fonctions exécutives. On va pouvoir traduire ça pour les sportifs. Tout ce qui va être lié à la concentration. Je vais pouvoir mieux me concentrer. Et un terme que vous allez pouvoir entendre en lien avec la cohérence cardiaque, en lien avec la respiration lente contrôlée, c'est celui de fréquence de résonance, où on va mettre plusieurs systèmes physiologiques en résonance dans notre corps de façon à optimiser l'activation du système nerveux parasympathique. Voilà. Donc, pour garder cette métaphore en tête sur les deux grandes branches de notre système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Le sympathique va nous permettre d'accélérer, donc c'est comme la pédale d'accélérateur dans une voiture. Le parasympathique va nous permettre de freiner, comme la pédale de frein. Alors, sur le sujet, j'ai pas mal travaillé avec ça, avec mon équipe. Pour vous donner une idée un petit peu de l'étendue de la recherche, c'est vraiment la technique de respiration qui a été le plus étudiée au monde. Et en réalisant une méta-analyse sur le sujet et en cherchant à comprendre ses effets sur la variabilité de la fréquence cardiaque, sur l'activation du système nerveux parasympathique, on a trouvé des études depuis, les premières datées de plus de 40 ou 50 ans. Et donc, notre méta-analyse a été publiée en 2022. Il y en a déjà eu certainement un nombre conséquent publié depuis. Mais déjà, jusqu'en 2022, on avait réussi à retenir 223 études sur le sujet donc, de la respiration lente contrôlée et donc de la cohérence cardiaque et de son influence sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'étendue des travaux de recherche sur la question et aussi parce qu'il y a beaucoup de bénéfices qui peuvent en être attendus. Alors, les conseils pour effectuer cette respiration lente contrôlée vont être les suivants. On va avoir donc 6 cycles par minute. On va avoir une expiration plus longue que l'inspiration, car l'expiration va être directement liée à notre système nerveux parasympathique. Et donc, ça va nous permettre, en gros, une plus longue expiration, d'appuyer plus longtemps sur le frein. Je freine. On va dire, on va inspirer par le nez, parce qu'on va activer le cerveau plus efficacement de cette manière. Et on va également avoir une mobilisation de la respiration, on va dire diaphragmatique, au sens où on va aller chercher une mobilisation optimale du diaphragme en rentrant et en sortant le ventre à la fois donc on va sortir le ventre sur l'inspiration, on va le rentrer sur l'expiration de manière à optimiser le positionnement du diaphragme. Alors, juste pour nous faire, je vous ai mis ces petites animations-là. On va pouvoir les pratiquer ensemble pour nous donner une petite idée et puis pour les essayer depuis chez vous. Alors, c'est un régulateur de respiration, ce qui est le plus traditionnel. Je vous ai pris une application, je vous ai fait une petite vidéo à partir de l'application iBreath. Il y en a beaucoup d'autres qui permettent de faire ça. Donc, on va juste suivre les indications. Inspirez, expirez. C'est parti. Inspirez. Exhale. Expirez. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Finished. Voilà. Donc là, pour résumer ce qui vient de se passer, la plupart d'entre nous étaient peut-être pour une fréquence de respiration spontanée entre 12 et 20 avant de commencer. Et là, on l'a descendu à 6, donc pour provoquer cet état de relaxation avec l'activation du système nerveux parasympathique. Et ce qui vous explique aussi pourquoi donc on va retrouver cette idée de respiration lente pour se refocaliser, se reconcentrer chez beaucoup de sportifs. Vous allez pouvoir le voir, par exemple, sur des footballeurs qui vont tenter un penalty ou dans beaucoup d'actions où on peut prendre ce temps de pause pour se refocaliser, se reconcentrer avant d'exécuter l'action. Passons à la suivante. Passons à la technique de respiration suivante. Et cette fois-ci, on va parler de respiration rapide, contrôlée. Comme je vous ai donné dans la définition des manuels de physiologie, respiration spontanée entre 12 et 20 cycles par minute. La respiration rapide va donc être au-dessus, au-delà de ces 20 cycles par minute. Et dans le petit exercice que je vous ai proposé sur la diapo suivante, on va même être à 30 cycles par minute. Alors, ici, l'objectif, ce n'est pas de se relaxer, ce n'est pas de se reposer, c'est au contraire d'activer le corps. Donc là, on voit que juste à travers la modification de sa fréquence de respiration, on va pouvoir induire un niveau d'activation différent de son corps. Ça va permettre notamment donc, de jouer sur l'apport en oxygène aux muscles. Donc, les études ont montré que ça va notamment aussi nous permettre d'améliorer la force et la vitesse, le tonus musculaire, ici dans cette étude abdominale, mais en général. Et sur certaines fonctions cognitives donc, qui demandent justement cette activation supérieure, comme par exemple ce qui va être du temps de réflexion, etc., là aussi, on va pouvoir avoir un bénéfice de ces techniques de respiration rapide contrôlée. Alors, si on veut l'essayer ensemble, donc, au contraire de la technique précédente, on activait le système parasympathique. Là, on va activer le système sympathique. Donc là, je vous ai mis une durée d'1 minute. Alors, chacun se calibre si vous êtes capable de le faire ou non. Sinon, vous pouvez juste regarder. Juste, ça va aller vite. C'est-à-dire que quand on passe là, on est passé à 6. Et là, on va repasser à 30. Donc, vous pouvez juste accompagner les premières inspiration, expiration. Et puis après, on laisse dérouler. C'est juste pour vous montrer un petit peu le contraste, en fait, entre ces respirations lentes et rapides. Et donc, là, j'ai programmé l'application sur 30 cycles par minute. Et là, on va se focaliser sur inspiration, expiration nasale. On est parti. Inhale, exhale, 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 inhale, exhale. Finished. Et voilà, c'était la respiration rapide contrôlée. Normalement, ça a dû vous réveiller un petit peu. Pour ceux qui viennent de déjeuner, peut-être ça peut aider à soit remplacer, soit accompagner l'effet du café. Et l'idée ici, en fait, c'est vraiment de jouer juste sur la fréquence de respiration, donc plus lente pour activer le système nerveux parasympathique et plus rapide pour activer la branche sympathique. Passons à la technique suivante, la rétention volontaire de la respiration, autrement appelée apnée. Ici, l'objectif, c'est de provoquer un état d'hypoxie. Parce qu'on va voir que, alors si l'apnée, on a peut-être tout de suite en tête les plongeurs ou partir dans l'eau, mais en fait, on va pouvoir voir que les études scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet utilisaient les caractéristiques de l'apnée, mais pas forcément en lien avec le milieu aquatique, mais pour provoquer un état d'hypoxie. Donc, une diminution de la disponibilité en oxygène qui va pouvoir refléter, alors jusqu'à un certain point, mais refléter certaines caractéristiques en fait de l'entraînement en altitude. Et donc, on peut imaginer que tout le monde n'a pas forcément des montagnes à côté de chez soi pour pouvoir aller s'entraîner et avoir ces bénéfices de l'altitude.
Et donc, en fait, avec ces entraînements impliquant l'apnée, ça a notamment été fait, par exemple, sur des entraînements impliquant des répétitions de sprint, comme on peut trouver dans les sports co. Et donc, à ce niveau-là, réaliser des apnées avant chaque sprint, par exemple, va pouvoir provoquer des améliorations physiologiques supérieures à donc, les mêmes sprints réalisés sans ces conditions d'apnée en avant. Auparavant. Et on va voir que ces conditions d'apnée peuvent être provoquées de deux façons différentes. C'est ce que je vais vous mettre sur les diapos. Donc, soit l'apnée après avoir réalisé une inspiration maximale, donc je pense que ce que la plupart d'entre nous est habitué à faire, on va le tester. Donc là, on va juste faire une inspiration maximale, puis retenir sa respiration pendant 20 secondes. Inhale. Hold. Exhale. Finished. Voilà, donc ça, c'est une apnée réalisée après une inspiration maximale. Et là, je vais vous proposer l'autre variante qui s'est montrée encore plus efficace sur certains exercices, qui est de réaliser une apnée après une expiration maximale. Donc, on va pouvoir, là sur la vidéo, vous allez avoir le temps de prendre une inspiration, mais ensuite, on va expirer et c'est à la fin de l'expiration que l'on va réaliser l'apnée. On essaye, et là, vous le faites d'ailleurs si vous le souhaitez, bien sûr, et vous pouvez voir combien de secondes vous arrivez à tenir. Inhale. Exhale. Hold. Finished. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu des différentes mises en situation, donc soit après une inspiration maximale ou expiration maximale. Et là, il faut vous dire, donc je et peut-être la plupart d'entre nous sont confortablement assis alors que nous essayons cette technique. Il faut dire que sur les protocoles d'entraînement avec les sportifs, ils faisaient ça avant de réaliser une autre action. Alors, soit c'était dans la salle de muscu aller pousser de la fonte, ou soit c'était avant d'aller faire des sprints par la suite. Donc, il y avait cette idée de challenger, de défier un petit peu les caractéristiques physiologiques du corps en allant provoquer cet état d'hypoxie avant de réaliser l'action que les sportifs réalisaient normalement. Cette technique d'apnée peut être combinée à ce qu'on va appeler le réflexe d'immersion, le diving reflex en anglais. Et donc, là aussi, c'est un sujet qui nous passionne pas mal avec mon équipe de recherche. Donc, j'ai actuellement en fait un doctorant qui fait sa thèse sur le sujet, qui passe son temps à demander à ses participants de mettre la tête dans l'eau. Je ne sais pas si la musique vient, mais généralement, pour illustrer cette thématique, j'ai la musique d'Adiemous, ça vous dit? Voilà, ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. Et donc, de la même manière, nous avons réalisé une méta-analyse sur le sujet de ce réflexe d'immersion et nous avons pu mettre en évidence que de mettre la tête dans l'eau de la manière suivante, donc il n'y a pas besoin d'aller en piscine ou à la mer, juste le mettre la tête dans une bassine d'eau va être suffisant pour provoquer ce réflexe d'immersion et augmenter l'activité du système nerveux parasympathique. Et donc, ça va nous permettre, alors là, par exemple, j'en ai une toujours avec moi au bureau, généralement, je mets la tête dedans l'après-midi. Ça fonctionne beaucoup mieux si on met de la glace, si on met des glaçons dedans, parce que du coup, le réflexe va être encore plus fort et on aura une activation encore plus forte du système nerveux parasympathique. C'est là pour ça qu'on peut voir que là, sur la photo, il y a quelques glaçons, parce que ça fonctionne encore mieux. On arrive à la technique numéro 4, l'hyperventilation volontaire. Pour l'hyperventilation volontaire, donc l'hyperventilation, ça peut être connecté à des choses peut-être un peu négatives, comme des états d'anxiété, des fois de panique, etc. Ici, ça va être quelque chose qu'on va provoquer volontairement.
Je vais le simplifier de la façon suivante. L'idée, ça va être de diminuer le niveau de dioxyde de carbone dans le sang parce que ça va être le trigger, le déclencheur principal en fait de la sensation du besoin de respirer. Ah oui, là, j'ai vraiment besoin de respirer. Et donc, quand on fait cette hyperventilation volontaire auparavant, on va décaler en fait ce besoin d'inspirer. Et donc, alors ça va aussi jouer avec le pH sanguin. Il va devenir supérieur à 7. Et ça nous permet, donc, dans les hypothèses qui ont été testées, on a cherché, par exemple, à retarder la fatigue, donc aussi avec ce décalage du besoin d'inspirer. Et quand on le couple, cette hyperventilation volontaire au réflexe d'immersion ou tout simplement une apnée, la tête dans l'eau, ça nous permet de prolonger la capacité à retenir notre respiration. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la méthode Wim Hof, qui est en fait pas une méthode unique, mais qui repose sur plusieurs composantes. Et donc, au niveau de la respiration, sur la méthode Wim Hof, on va avoir cette combinaison de l'hyperventilation volontaire et de l'apnée, normalement, sur certaines des modalités. Voilà. Donc ça, on peut le tester, encore une fois, si vous le souhaitez, depuis chez vous. Donc là, je l'ai mis juste sur 16 secondes. Ce n'est pas beaucoup, mais on peut en théorie prolonger. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer un petit peu ce que ça va être de jouer sur cette fois-ci la profondeur de l'inspiration. Pas seulement sur la fréquence, mais sur la profondeur. On est parti. Voilà, là, on l'a fait juste sur 4 cycles en raison des contraintes de temps qu'on a aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'on peut également le prolonger. Et plus on va pouvoir le prolonger, généralement, ça peut être sur une trentaine de cycles. Ça peut vous permettre, dans certains cas, quasiment de doubler votre temps d'apnée sans avoir rien changé d'autre. Alors, par contre, à toujours effectuer soit pour la première fois, en tout cas sous surveillance, ou si on le fait en combinaison avec le milieu aquatique, toujours avec quelqu'un, parce qu'il peut y avoir, alors pour ceux qui vont pousser les limites, ça peut aller jusqu'à entraîner des pertes de connaissances. Donc, il faut quand même aller avec prudence utiliser cette technique. On va terminer par la technique la plus confidentielle, en tout cas au niveau de la littérature scientifique, et ça s'est révélé aussi dans la pratique des sportifs qu'on avait pu interroger, qui est la respiration nasale, alors beaucoup pratiquée dans le yoga, soit alternée avec les deux narines ou soit avec une seule narine. Sur les effets que je vous présente sur la diapositive, je vais tout vous dire, je n'en suis moi-même pas du tout convaincu en fait. On a eu énormément de mal de trouver des études sérieuses sur le sujet. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont postulées sans jamais vraiment avoir été vraiment testées comme ont pu l'être les autres méthodes. C'est pour ça que voilà, j'y vais aussi avec prudence en vous expliquant ces mécanismes. On va utiliser beaucoup le conditionnel pour parler des effets supposés de cette technique. Parce que, par exemple, la narine droite serait supposée activer plus la branche sympathique et la narine gauche, la branche parasympathique du système nerveux autonome. Voilà, moi, je vous rapporte ce que j'ai pu lire dans les études, mais encore une fois, ça n'a pas été testé de façon très approfondie jusqu'à présent et on va garder le conditionnel jusqu'à temps que d'autres études puissent nous confirmer ces postulats de départ. Voilà. Et donc, du coup, si on utilise les deux narines, les postulats de ces méthodes, c'est que ça va nous permettre d'avoir l'équilibre du système nerveux autonome. Encore une fois, je vous présente ce que j'ai pu lire, mais ça n'a pas vraiment été testé de la façon dont on pourrait dire, oui, je peux vous annoncer ces résultats comme vraiment des choses sûres au niveau de ce qu'on sait au niveau du système nerveux autonome. Pour l'essayer, ça va nous demander, c'est la dernière activité que je vous propose aujourd'hui. Et donc là, on va s'approcher de la fin de ce webinaire. Après, je pourrais prendre vos questions. Donc là, ça demande un peu de coordination. On va inspirer par la narine gauche. Alors, on va avoir besoin de 2 doigts. Alors, on peut prendre par exemple le pouce et l'index. Voilà. Il y a différentes techniques là aussi. Donc, vous choisissez les doigts qui vous paraissent le plus aisés à utiliser. Et donc, on va aller partir là sur une durée de 1 minute. Alors, je vous ai mis la petite illustration, c'est encore en anglais, mais on va pouvoir l'expliquer ensemble. Donc, on va commencer. Donc, c'est une des méthodes parce que là aussi, il y a une grosse variabilité dans les méthodes utilisées. Donc là, j'en ai sorti une dans une des études qu'on a pu trouver sur le sujet. Donc, inspirer par la narine gauche, donc en bloquant la droite. On va expirer par la droite en bloquant la gauche. On va réinspirer par la droite, toujours en bloquant la gauche. Et ensuite, on va bloquer la droite pour expirer à gauche. Donc là, je vous l'ai fait au ralenti.
Et je vous invite, je vous mets le régulateur là et on va essayer de prendre le mouvement ensemble sur quelques cycles. Voilà. Voilà. Alors, je vais préciser aussi que pour cet exercice, donc la fréquence de respiration a été diminuée à 6 cycles par minute, donc qui entraîne normalement en soi un état de relaxation. Et ici, donc, vous pourrez juger quelle a été la technique la plus confortable pour vous, soit d'inspirer par les deux narines, comme on l'a fait tout au début, ou alors d'avoir cette alternance des narines. Donc, c'était pour montrer le panorama complet des techniques. Et donc, pour commencer à tirer sur la conclusion en fait de ce webinaire, donc le message clé pour nous, ça va tout pour savoir quelle technique de respiration je dois utiliser à quel moment. C'est pas qu'il y en a une forcément à privilégier plutôt qu'une autre de manière standard. On va toujours se poser la question quels sont mes objectifs. Et donc, je vais beaucoup me poser la question, par exemple, du niveau d'activation dont j'ai besoin pour ma performance sportive. Et le plan d'action va contenir les techniques que je vais pouvoir utiliser avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition. Et j'aurais pu rajouter aussi sur cette diapositive avant, pendant, après l'entraînement, puisque si l'on souhaite que cela fonctionne pendant la compétition, l'idée, c'est déjà d'avoir implémenté ça pendant l'entraînement. Voilà. Donc, ces techniques de respiration, leur utilisation peut être facilitée par l'utilisation d'applications smartphone. Donc, j'en ai mis deux privilégiées par les sportifs. Donc HRV 4 Training, HRV for Training. Donc, ça, c'est sur la variabilité cardiaque et il y a son pendant pour le biofeedback qui intègre ces techniques de respiration lente. Il y a l'application Elite HRV qui nous permet de faire la même chose. Et ensuite, les captures d'écran que je vous ai proposées étaient réalisées avec l'application iBreathe. Breathe comme respirer en anglais. Donc, si on devait conclure sur ces techniques de respiration, chacune a des effets psychophysiologiques spécifiques. Elles vont pouvoir répondre aux besoins dans de nombreux contextes, mais ce qu'on va pouvoir garder à l'esprit, c'est qu'il va falloir quand même individualiser leur utilisation pour optimiser leurs effets. Et si on peut, éventuellement les utiliser avec du biofeedback, c'est-à-dire en fait, avoir un retour sur ce que ça fait dans notre corps pour pouvoir en tirer les meilleurs effets. Voilà. J'en arrive à la fin de ma présentation. Je vous mets quelques liens à la fin si vous souhaitez en savoir plus. Donc, pas mal d'articles de presse. Alors, il y a en allemand, mais pour ceux, il y a aussi en français et en anglais dans le lot. Donc, vous aurez un QR code qui apparaît aussi sur la dernière diapo. Et je peux bien sûr vous laisser mes diapos à disposition à la suite de cette présentation. J'en ai terminé et nous pouvons prendre le temps d'avoir quelques questions. Merci beaucoup. Merci, pardon. Merci Sylvain pour cette présentation. C'est bien, c'est original. Ça change des présentations habituelles, ce prisme que tu as choisi, qu'est le sport. Et avant de passer aux questions du chat, moi, il y avait une question qui m'est venue au moment de ta conclusion. Donc, tu disais, tu sais, avant, pendant, après l'entraînement ou la compétition. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, pour un sportif ou une sportive qui va avoir besoin d'endurance, comme je sais pas moi, un footballeur ou un ou une boxeuse Donc, sur la diapo, j'aurais pu la compléter de la façon suivante parce que là, je parlais sur la diapo surtout des effets à
court terme. Mais en fait, comme je l'ai présenté et c'est ce qu'on a observé dans les résultats de la méta-analyse tout au début, ma première recommandation en fait, pour les sportifs quand je travaille avec les sportifs, c'est avant d'envisager ces effets immédiat, il va falloir préparer le terrain. Et comment on prépare le terrain avec les techniques de respiration? C'est qu'on va essayer de les implémenter dans les habitudes quotidiennes. Et la technique donc, qu'on recommande de base pour tous nos sportifs, c'est la respiration lente contrôlée, la cohérence cardiaque. Et ça, on demande à ce qu'ils la réalisent tous les jours. Et on est sur des protocoles de 15 minutes tous les jours, parce que c'est ce qu'ont montré aussi les études scientifiques. Donc, pour donner une idée, à partir de 15 minutes par jour sur une durée de 1 mois, donc pendant 30 jours. Donc, on a réalisé nous-mêmes une étude exactement sur ce protocole. Donc, soit réaliser de la cohérence cardiaque, respiration lente contrôlée pendant 15 minutes, ou le groupe contrôle, on avait pris réseaux sociaux pendant 15 minutes. Après 1 mois, on les avait fait dormir avec un électrocardiogramme mobile, donc ils étaient chez eux, à la maison, donc il n'y avait pas de souci d'adaptation à un laboratoire ou quoi que ce soit, ils étaient dans leur environnement habituel. 30 jours après, donc qu'est-ce qu'on a eu en post-intervention? Une meilleure qualité du sommeil évaluée subjectivement par intermédiaire de questionnaires, mais pas seulement subjectivement, aussi l'activité cardiaque. On a eu une activité parasympathique plus élevée dans la nuit 30+1, donc après l'intervention, qu'avant d'avoir débuté l'intervention, par rapport à notre groupe de contrôle qui avait fait ses activités habituelles en étant sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça va être ma première recommandation, implémenter cette technique de façon la plus régulière possible, de manière à bâtir. On va bâtir ce système nerveux parasympathique parce que, quelle que soit notre discipline, on va avoir besoin d'un système parasympathique au repos fort. Ensuite, pour revenir à ta question, Thomas, sur la préparation de la compétition, on va se poser la question: quelle est la tâche? Qu'est-ce que je dois accomplir? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'avoir un haut niveau d'activation dès le début? Dans ces cas-là, je vais peut-être plutôt privilégier les techniques de respiration rapide, voire d'hyperventilation volontaire. Ou est-ce que j'ai plutôt besoin de me calmer? Est-ce que je vais avoir, par exemple, des mouvements très où je dois les contrôler, où je n'ai pas beaucoup besoin de m'activer. Et dans ces cas-là, je vais plutôt me tourner vers les techniques de respiration lente qui vont me permettre de diminuer mon niveau d'activation générale. Et je peux aussi penser à utiliser les deux en combinaison parce que même si j'ai besoin d'être très activé avant une compétition, si je me sens stressé, je vais peut-être style une demi-heure ou 1 heure avant, faire la technique de respiration lente et juste avant d'entrer en scène, donc d'entrer dans ma compétition, si je dois par exemple faire tout de suite un 100 mètres, un sprint, et là du coup, avec mon échauffement habituel musculaire, je vais pouvoir ajouter par-dessus une technique de respiration qui va m'activer, de la respiration rapide. Et donc, c'est ça qui va me permettre d'arriver encore plus près juste au moment du coup de départ. Voilà. Et après la compétition, du coup, pour la récupération, parce qu'on a des questions dans le chat sur la récupération, justement. Sur la récupération, donc on sait que dès qu'on va arrêter l'effort, on va avoir ce qui s'appelle une réactivation parasympathique, c'est-à-dire que pendant l'effort, son activité a été fortement diminuée pour produire de l'énergie. Après le sport, on va avoir une réactivation parasympathique et cette réactivation parasympathique, on va pouvoir la stimuler. Et il y a certaines méthodes qui vont nous permettre de stimuler cette réactivation parasympathique. On a également réalisé une autre méthode sur le sujet. Il faudra inviter une autre fois sur la variabilité de la fréquence cardiaque. J'ai aussi plein de choses à vous dire là-dessus. Mais donc, dans cette autre méta-analyse, on a montré dans les techniques les plus efficaces pour réactiver le système nerveux parasympathique. Alors, on va avoir notamment l'immersion en eau froide, en eau glacée. Voilà. Et si on se concentre sur les techniques de respiration, là, on va chercher à faire de la respiration lente contrôlée aussi, donc juste après l'effort pour permettre en fait de réactiver le système parasympathique le plus rapidement possible. Ok. Alors, je vais passer aux questions du chat. Vous êtes nombreux à en poser, donc on va devoir choisir malheureusement. J'avais noté une première question qui était assez intéressante à propos du rythme pour stimuler une cohérence cardiaque. Donc, tu parlais de 6 cycles par minute, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la littérature. Est-ce que c'est quelque chose qui varie avec l'âge? Est-ce que avec l'âge, on est sur des cycles un peu plus courts, un peu plus longs? Alors, dans les paramètres, c'est une très bonne question. En fait, sur cette fréquence de résonance, qu'est-ce qui va l'influencer? Donc, ce qui est ressorti dans la littérature jusqu'à présent, il y a 2 éléments principaux. La
La corpulence en général, parce qu'en fait, on va parler de la taille de, je ne sais pas si on va dire la même chose en français, de l'arbre vasculaire, en fait. Mhm. Donc, plus la personne va être corpulente, plus cette fréquence de résonance va être faible. En fait, c'est une histoire, je ne suis pas rentré dans les détails, mais en fait, ça va être une histoire de délai entre le baroréflexe pour s'ajuster à la pression, soit pour la ralentir, soit pour l'accélérer. Et donc, en fait, en gros, plus il y a de sang dans le corps, plus cette fréquence de résonance va être faible et plus la personne va être menue, plus cette fréquence va être élevée. Donc, c'est souvent pour ça aussi qu'on a des fréquences de résonance plus élevées chez les femmes en général et chez les hommes plus faibles. Voilà. Donc, ça va être les deux grandes distinctions et les études n'ont pas forcément montré de choses avec l'âge, à ma connaissance. D'accord. Et pour résumer de manière très pragmatique, si je suis plutôt mince, menu, je vais devoir faire des cycles de un peu moins de 5 secondes ou un peu plus de 5 secondes? Un peu plus de 6 secondes. On va plutôt être sur du Ok, 6,5, sur du 7. ok, Et voilà, plus la corpulence va être importante, là, on va diminuer sur du 5,5, sur du 5, voire sur du 4,5 aussi. ok, super. Donc, parce que je préfère qu'on clarifie avec le nombre de secondes parce que si on parle juste en fréquence, même moi j'ai confondu. Bien sûr. Sur les autres choses qui peuvent influer, justement, donc l'âge, tu me dis que tu n'avais rien vu de particulier. Est-ce que la façon qu'on a de respirer, plutôt avec le diaphragme ou plutôt avec les muscles thoraciques, hauts, est-ce qu'il y a quelque chose qui change sur l'activation du parasympathique? Oui, alors ici, la recommandation claire, ça va être d'inspirer par le nez. Parce qu'en plus des qualités, on va dire classiques, traditionnelles de réchauffer l'air, de le purifier et de l'humidifier, on va aussi activer, c'est assez fascinant, mais il y a eu des études du cerveau qui ont montré qu'on va activer certaines zones du cerveau avec la respiration par le nez qu'on n'active pas par la respiration par la bouche. Et ces zones du cerveau sont particulièrement importantes, elles vont être liées à la mémoire, à la régulation des émotions et à la cognition. Et ça, on va ces zones-là ne vont être activées vraiment que si on inspire par le nez et pas par la bouche. Ok, Ça va déjà être un de ces points. Par rapport à l'utilisation du diaphragme, en fait, ça va être toute une histoire de régulation des pressions de l'air quand ça va rentrer dans les poumons. Et en fait, d'adopter ce cycle complet, c'est-à-dire inspiration nasale et ensuite respiration. Alors, respiration abdominale, surtout qu'on va sortir le ventre à l'inspiration pour permettre au diaphragme de descendre, pour permettre aux poumons de se remplir plus efficacement. Ensuite, quand on va rentrer le ventre, ça va aussi repousser les poumons, ça va aider à repousser l'air et ça va rendre le mécanisme en fait plus fluide. Voilà. ok. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'on a eu la question dans le chat, la posture à adopter, est-ce qu'on peut le faire debout, assis? Pardon. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'on a eu cette question dans le chat. En termes de posture, est-ce qu'on peut le faire assis, debout, allongé? Qu'est-ce qui est recommandé? Alors là-dessus, on a eu en fait, c'est une excellente question qui n'a pas vraiment été testée par les chercheurs. Et donc, c'est vrai que la situation la plus classique, c'est de le faire assis. Et alors, quelle différence on pourrait attendre? On sait juste que la position corporelle va influencer le tonus parasympathique, c'est-à-dire que la position allongée va favoriser une activation du système nerveux parasympathique plus élevée que assis, mais de là à parler de différence sur les effets des techniques de respiration, notamment la cohérence cardiaque, ça n'a pas encore été testé. Ok, super. On a une question aussi qui est apparue quand tu as parlé de respiration rapide, mais en fait, on peut la poser pour n'importe quel type de respiration, même pour l'apnée notamment. La sensation d'étourdissement, est-ce que c'est quelque chose dont il faut faire attention? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher au contraire? Est-ce que quand on est étourdi, c'est que le parasympathique il est hyper activé ou pas du tout? Alors là aussi, ça va être une question. Alors, si on va peut-être séparer la réponse avec les différentes techniques de respiration, sur la cohérence cardiaque, on va chercher à l'éviter. C'est pour ça que si on s'en aperçoit que quand on diminue la fréquence de respiration, on a cette sensation d'étourdissement, là, on va conseiller tout de suite d'avoir une respiration plus superficielle et moins profonde. Parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est la fréquence de respiration.
Pour l'hyperventilation, c'est une question un peu, donc ça va jouer sur des paramètres un peu différents parce que là, on va voir, l'étourdissement va venir aussi du fait qu'on va jouer sur les concentrations en gaz, donc oxygène et dioxyde de carbone qui vont être différentes de celles habituelles. Et là, alors, est-ce qu'il faut la rechercher? Je vais surtout dire il y a beaucoup une question d'habituation et d'entraînement là-dessus. Et c'est quasi normal que ça vienne au début, mais généralement, donc, plus on a l'habitude de la pratiquer et moins cette sensation d'étourdissement va arriver. Ok, super, super clair. Euh, pour rebondir aussi sur cette sensation d'étourdissement, quelqu'un parle un moment de volume courant dans le chat, je n'arrive plus à retrouver la question, mais il demandait en gros s'il fallait forcer les expirations, est-ce que ce n'était pas contre-productif pour Alors, activer le parasympathique? là encore, on va se poser peut-être différencier la réponse sur les techniques de respiration, mais je suppose que ça c'était lié peut-être aux techniques de respiration lente, contrôlée, donc C'était cohérence, lent et contrôlé, ouais. ouais, cohérence cardiaque. Et donc là, alors c'est sûr qu'au début, ça peut être, là, je l'ai fait sur 1 minute, c'était pas du tout dans le cas d'un entraînement approprié, dans le sens où ça peut demander du temps de s'habituer. Et effectivement, si au début, on est très dans l'inconfort à diminuer sa fréquence de respiration, à augmenter sa durée d'inspiration, à augmenter sa durée d'expiration, ça ne va pas forcément, dès le début, avoir les bénéfices escomptés. Et ça peut demander quelques sessions d'ajustement. Paul Lehrer, qui est le professeur aux États-Unis, qui a introduit toutes ces techniques de respiration lente contrôlée, cohérence cardiaque, et on a testé les effets, pouvait noter que chez certains participants, ils pouvaient avoir besoin de 3, 4, 5 séances pour que les gens s'habituent vraiment. Et c'est aussi ce que j'ai pu observer avec mes sportifs, que certains, ça marche dès le premier coup, et pour d'autres, en fait, ils vont avoir besoin de plus de temps de s'habituer à ces inspirations et expirations plus longues. D'accord. Et quelqu'un posait cette question dans le chat et j'en profite que tu en parles justement avec tes sportifs. Tu as constaté de meilleures performances suite à la pratique de ces exercices de respiration ou c'était surtout qualitatif, on va dire, plutôt une sensation de bien-être ou est-ce que c'était objectivé sur des performances Ouais, donc là, sur ce que j'ai rapporté, ça va être basé uniquement, alors principalement uniquement sur les résultats des études scientifiques. Donc, on a pu quantifier, alors il y aura le lien sur la méta-analyse, mais on a eu dans plein de sports, en fait, des méthodes pour objectiver du coup la performance sportive, que ce soit sur des temps, sur des points, en fonction des sports considérés. Donc là, on a pu vraiment avoir des mesures objectives d'amélioration de la performance sportive. En majorité, donc c'était pour les effets les plus importants, c'était sur ces techniques de respiration lente contrôlée, où du coup, on a pu avoir cette augmentation du tonus parasympathique qui est liée en général à une meilleure capacité de régulation, qui sont régulation du stress, des émotions, mais qui joue aussi également sur la régulation du corps pour effectuer donc les différents types de performances sportives. Voilà. Donc là, je parlais vraiment de choses objectives. Et bien sûr, à côté, il y a tout ce qu'on peut reporter au niveau plus qualitatif, nos impressions par rapport à ces techniques de respiration. Ok, super, super clair. Je vois qu'on a plein de messages dans le chat. Beaucoup de gens te remercient aussi pour la clarté de ta présentation, Sylvain. Malheureusement, l'heure file et on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Je vois que les gens aussi répondent entre eux dans le chat. Alors, il y a une question, ça fait 4 fois qu'elle revient, donc je vais la poser. C'est à propos de la variabilité de la HRV, de la variabilité de la fréquence cardiaque. Est-ce que, Sylvain, tu sais s'il existe un tableau en fonction des âges pour cette HRV, ce qu'il faut viser en fonction de son âge ou pas? Alors, je vais vous dire tous mes secrets. Il y a un livre qui est en préparation pour l'an prochain, donc ça sortira l'an prochain, mais pour faire court, non. En fait, on va pas. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose de très individuel. Et donc, alors oui, on peut sortir des tableaux de normes en fonction de l'âge, du genre, etc., en fonction de plein de caractéristiques. Ça ne va pas nous intéresser dans le sens où chaque individu est différent et donc on va se focaliser à chaque fois sur nos propres valeurs de référence. Et pour faire simple et pour conclure là-dessus, en fait, ce qu'on conseille, c'est d'établir sa propre norme de référence en faisant une mesure tous les jours. Moi, tous les jours, je commence ma journée j'utilise 2 applications, celles que je vous ai mis à l'écran et vous pouvez les retrouver sur les diapos, HRV 4 Training et Elite HRV. Donc, je commence ma journée par mesurer ma HRV et ça donne chaque jour comme ça ce point de repère où en est le système nerveux parasympathique. Et à partir de là, on peut ajuster les données du lifestyle, les données donc de ce qu'on fait tous les jours et les données de l'entraînement sportif. Voilà.
Ok, super. On va s'arrêter sur cette question. Malheureusement, je sais qu'on n'a pas pu poser toutes les questions. Désolé et merci pour votre enthousiasme et votre participation. Je vais laisser la parole à Philippe-Antoine pour conclure ce webinaire. Et puis, Sylvain, tu n'oublieras pas de nous dire quand ton livre sera sorti pour qu'on aille l'acheter. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation. Il y avait juste une question qui est revenue aussi pas mal. C'était sur justement les 15 minutes d'exercice de cohérence cardiaque dont tu as parlé dans ton étude. C'était de savoir, est-ce que ces 15 minutes, ils sont faits d'une traite? Est-ce qu'il faut le faire 3 fois 5 minutes par jour, comme on peut l'entendre souvent? Je suis désolé, il y a des travaux qui viennent de commencer, donc ça va être un peu gênant pour moi, je pense. Ouais, donc alors effectivement, on aura des résultats, on peut déjà voir des activations après quelques minutes de cette cohérence cardiaque. Par contre, on sait qu'il y aura des effets qu'on va pouvoir provoquer que seulement si c'est fait d'une traite. Et je vais m'expliquer en fait, c'est parce que cette activation du système nerveux parasympathique, pour que les résultats durent, il y a une variable qui va parmi les différents mécanismes physiologiques qui vont entrer en compte, va être la réduction de la fréquence respiratoire. C'est-à-dire que vous allez, si vous vous amusez à le faire, vous allez vous apercevoir que si vous prenez votre fréquence de respiration spontanée avant l'exercice et après, celle d'après va être normalement, en général, réduite. Et en fait, plus on va le faire longtemps d'une traite, plus on va réussir à réduire cette fréquence spontanée de respiration. Et en fait, c'est en accumulant ces blocs qu'on va pouvoir provoquer les améliorations à long terme qui vont avoir le plus d'effet. Donc, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, on peut faire ces 3 x 5. Je sais que ça a été beaucoup recommandé. Mais ce que montrent les recherches, c'est qu'on va plutôt conseiller les faire d'un bloc pour avoir un coût plus important sur le système nerveux parasympathique et aussi qui se traduisent par des améliorations qui tiennent plus longtemps dans le temps. Voilà. Mais je dis toujours, c'est toujours mieux que rien. Si on n'a pas le temps de les faire, les 15 à la suite, on peut faire 3 x 5, c'est toujours mieux que rien. Mais si on a la possibilité, on fait ça en bloc pour avoir un coût d'activation encore plus important. Top, merci beaucoup Sylvain. Je ne sais pas si vous entendez les travaux qui ont commencé derrière. J'espère que ce n'est pas trop gênant. Il y a des coups de perceuse. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Je trouve que c'est un vrai support pour éduquer les personnes à toutes ces techniques et les convaincre qu'il y a un vrai effet pour booster leur bien-être, pour booster la performance. La clé du succès, elle passe aussi par la régularité de la pratique. C'est ce que tu as dit. Peu importe 3 fois 5 minutes ou 15 minutes d'une traite, finalement, le plus important, c'est d'être le plus régulier possible. C'est la mission qu'on a avec NeoFlow en développant notre ceinture de respiration, faciliter la pratique de ces exercices pour que ça devienne un plaisir et que ce soit pas une contrainte pour qu'on ait envie de le faire tous les jours. Voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. Notre prochain webinaire aura lieu le 30 avril. On va l'annoncer prochainement sur LinkedIn et par email. Merci encore Sylvain, merci Thomas. J'espère que le son derrière n'est pas trop désagréable et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci, Merci à au revoir. tous.